Le Cambodge. Un pays presque totalement intégré au bassin du Mékong. Comme les veines d'une feuille, ses affluents s'y débouchent dans toutes les directions, reliant chaque parcelle de terre au fleuve bouillonnant de vie. Ici, les dernières plaines boisées ouvertes de l'Asie du Sud-Est abritent un oiseau si rare qu'on l'a cru éteint. Et dans cette mosaïque de jungle, de petits primates méconnus traversent la canopée de saut en saut. Les habitats saisonniers sont formés par les eaux du fleuve. Et ses rives elles-mêmes fournissent un refuge important. Le Mékong continue son voyage et atteint une région où il influencera l'intégralité du paysage et de l'environnement. Le Mékong arrive au Cambodge depuis le nord, où les eaux du fleuve rencontrent une série de cascades époustouflantes à la frontière entre le Cambodge et le Laos. Après ces chutes, le courant serpente entre d'immenses rochers et poursuit sa route en direction de la mer de Chine méridionale. Ces cascades sont les plus larges du monde et ne sont hautes que de quelques mètres, mais leur volume et leur puissance sont gigantesques. Ici, le Mékong s'élargit jusqu'à 10 km durant la saison des pluies, mais son influence est bien plus grande. 86% du Cambodge se trouve dans le bassin du Mékong. Cela signifie que tous les habitats sont influencés par le fleuve qui traverse le pays en direction du Vietnam. Le jour se lève sur Ratanakiri. Nous sommes à l'extrême nord-est du Cambodge, près de la ligne de partage du Mékong. Cette région peut se féliciter d'être l'une des plus grandes forêts en Asie du Sud-Est, avec plus de 500 km². Même si nous sommes en pleine saison sèche, la forêt est toujours verte. Les arbres à feuillage persistant, vieux de plusieurs millions d'années, culminent jusqu'à plus de 40 mètres de hauteur. Un refrain distinctif résonne à travers la canopée verdoyante. Il provient de l'un des primates les plus notables du Cambodge. Le gibbon à joues jaunes. On pense que les gibbons possèdent la même structure vocale que les humains, montrant que nous avons simplement appris à nous servir de nos voix de façon plus complexe. Les individus peuvent être reconnus par leurs mélodies distinctes qu'ils utilisent pour marquer les limites de leur territoire. Mais il est une limite qu'ils ne dépasseront jamais, le fleuve du Mékong. Le Mékong agit comme barrière géographique. Des deux côtés, les animaux ont évolué pour être suffisamment différents les uns des autres, pour être devenus des espèces à part entière. Le gibbon à joues jaunes n'a obtenu ce statut que très récemment. Il est facile de comprendre d'où ces singes tiennent leur nom. Ce jeune mâle a l'esprit occupé. Il a récemment perdu son père à cause du braconnage. Les gibbons vivent en petite famille, la mère, le père et leurs enfants. À l'âge de 6 ans, c'est lui l'aîné, et dorénavant le mâle alpha de sa famille, et il prend encore ses marques. Il rejoint sa mère en deuil, bien plus claire de pelage que lui. La mort soudaine de leur partenaire est une grande perte. Une fois unis,
Les couples de gibbons restent ensemble durant de nombreuses années. Et cette femelle a dû investir toute son énergie et son attention dans son partenaire et ses enfants. Cette ancienne famille de 5 est maintenant une famille de 4. L'aîné a 2 petits frères et sœurs, l'un noir, âgé de 2 ans, et un bébé brun âgé de 4 semaines seulement. 500 familles de gibbons vivent à Ratanakiri. Avec une telle densité de population dans une région, la compétition pour la nourriture est féroce. Ils doivent défendre leurs frontières contre les familles voisines. Le fils aîné a dorénavant beaucoup de responsabilités. Il ne remplacera jamais complètement son père, mais il devra aider sa mère à prendre soin des petits jusqu'à ce qu'il fonde sa propre famille. Le Ratanakiri accueille la plus grande population au monde de gibbons à joues jaunes. Ils se trouvent tout à l'ouest de leur zone d'habitat. Les affluents se jettent dans le Mékong, qui parcourt 500 km à travers le Cambodge, en direction du sud avant d'entrer au Vietnam. Tandis que le reste de la famille dort, le fils aîné fait une ronde pour veiller au moindre signe de danger. Il se déplace dans la canopée en se servant du moyen de transport préféré des gibbons, la brachiation ou balancement. Les gibbons sont les meilleurs balanceurs de la jungle. Leurs longs bras leur donnent une allonge impressionnante pour se balancer comme une pendule de branche en branche. Ils possèdent une articulation sphéroïde, non seulement dans l'épaule, mais aussi au poignet. Cette adaptation permet aux articulations de tourner à 360 degrés, donnant la capacité aux gibbons d'aller n'importe où. Leurs mains crochues sont dotées de muscles très longs et puissants, leur permettant de s'accrocher aux branches pendant des heures. Confiant qu'il n'y a pas de danger immédiat, il retourne à sa famille et tous prennent leur petit déjeuner d'une façon bien particulière. Les gibbons se nourrissent pendus aux arbres. Un primate qui s'assoit sur une branche pour manger doit attirer la nourriture vers lui, alors qu'un gibbon accroché fait déjà ployer la branche sous son poids et peut atteindre ainsi plus facilement la nourriture. Le repas de ce matin est un fruit doux et juteux, leur premier choix s'il y en a. Le fruit apporte aux singes une nutrition riche en énergie, et en le mangeant, ces derniers aident la forêt à se régénérer. Ils mangent le fruit à un endroit, puis ils se déplacent à un autre pour déféquer, permettant ainsi de disperser les graines non digérées à travers la forêt. Mais leur régime ne se réduit pas aux fruits. Ils peuvent passer aux fleurs et aux feuilles et même changer quelle partie spécifique de la plante ils mangent selon ce qui est disponible. Cette alimentation sélective signifie qu'ils peuvent combler tous leurs besoins nutritifs sans quitter leur territoire, peu importe la saison. Ce bébé est fatigué de s'accrocher avec maman pendant qu'elle mange. Son frère lui offre une diversion bienvenue. Il ne s'agit pas seulement de s'amuser. Le jeu mène à l'exploration, à la créativité et à l'apprentissage. Un cerveau qui joue, c'est un cerveau qui grandit. Mais tout le monde n'est pas impressionné par ce chahut. Leur grand frère est trop préoccupé par ses nouvelles responsabilités pour s'amuser avec eux. Il s'assure que les petits ne s'aventurent jamais trop loin.
Les braconniers chassent dans cette région. Le voile de la canopée est donc essentiel à la survie de la famille. Pour l'heure, le jeune mâle et sa famille resteront cachés à l'abri du feuillage vert de ce refuge forestier. Depuis les hauteurs de la canopée jusqu'aux profondeurs du sol de la forêt, les rayons cinglants du soleil sont interceptés avant d'atteindre le sous-étage, donnant une température agréablement plus fraîche de quelques degrés. Ici, les troncs épais des arbres, les longues branches sinueuses et les profonds tapis de feuilles se mêlent, formant un habitat caché. Et savoir se cacher est très important si l'on veut survivre au sol. Le camouflage. Les animaux jouent à l'ultime partie de cache-cache, se confondant parfaitement avec leur environnement, jusqu'à ce qu'ils décident de se montrer. Il y a un organisme qui a poussé l'art du camouflage à son extrême. Le phasme. Les phasmes sont les rois du déguisement. On en trouve partout dans le monde, mais ils sont plus nombreux et diversifiés ici, dans les tropiques de l'Asie du Sud-Est. Ces créatures modifient leur silhouette, leur couleur et leur aspect selon leur environnement, et peuvent même parfois imiter des odeurs et des sons. Une glande située dans un de leurs tibias détecte les vibrations sonores et au sol, leur permettant de sentir les prédateurs approcher. Bien que le camouflage soit un excellent moyen de défense contre les prédateurs, il est à double tranchant. La menthe religieuse, un des plus redoutables prédateurs à 6 pattes. La menthe attend en silence. Elle peut rester des heures ainsi à attendre le bon moment pour bondir. Ses grands yeux composés fonctionnent comme des jumelles, lui permettant de se concentrer sur sa proie. Le phasme sent le danger. Il semble trembler de peur, mais en réalité, il tremble volontairement pour tenter d'imiter le balancement de la végétation alentour et se fondre dans le décor. Mais la menthe religieuse n'est pas dupe. Elle s'élance à la vitesse de l'éclair. Ses pattes rapides qui se referment comme des étaux rendent presque impossible toute tentative d'évasion. Une articulation entre sa tête et sa gorge lui donne une incroyable flexibilité et lui permet de tourner la tête à presque 300 degrés et rester en alerte tout en dévorant sa proie. Malheureusement pour ce phasme, son corps vert se détachait du paysage de branches brunes. Quand le camouflage est le seul mécanisme de défense, choisir le bon environnement est essentiel si l'on veut éviter de se faire croquer. Dans les hauteurs de la canopée, les appels troublants des gibbons résonnent à travers la forêt. Ces vastes jungles sont les poumons de l'Asie du Sud-Est, puisant l'énergie du soleil. Chaque feuille parfaitement orientée pour assimiler le plus de lumière possible. Alors que la forêt expire, de la vapeur d'eau est libérée dans l'atmosphère, formant une étonnante brume qui enveloppe la canopée. Tandis que le jeune mâle n'a personne pour lui apprendre à s'occuper de sa famille, son petit frère apprend en observant le meilleur des professeurs, sa mère.
Elle se déplace dans la canopée avec son petit seulement âgé de quelques mois. C'est un petit mâle. Sa fourrure claire de bébé commence déjà à noircir et elle restera noire à l'âge adulte. Les bébés femelles deviennent également noirs, mais retrouvent leur couleur claire une fois adultes. Ces différences manifestes entre les deux sexes sont très communes chez les gibbons, même très jeunes. Son bébé semble faire partie d'elle quand elle le porte sans effort de branche en branche. Elle cherche l'enchevêtrement idéal de branches pour commencer la leçon du jour. Une fois satisfaite de sa position, la leçon peut commencer. Elle apprend d'abord à son fils quelque chose de très important s'il veut éviter d'avoir à se battre pour manger. En se nourrissant à l'extrémité des branches. Là-haut, il peut s'entraîner sans trop s'éloigner. Il quitte lentement le giron maternel. Les seuls autres animaux pouvant monter sur ces petites branches sont les petits oiseaux et les écureuils. Donc s'il maîtrise cette technique, il n'aura pas à s'inquiéter des autres espèces de primates pour se nourrir. Pour son grand frère, c'est devenu parfaitement naturel. Le jeune singe a réussi. Il ramasse une graine et retourne sur la branche. Puis ils partent jusqu'à un nouvel endroit pour la leçon suivante. La mère vérifie plusieurs branches pour d'éventuels prédateurs ou quoi que ce soit qui pourrait nuire à son enfant. Ensuite, ce sont ses talents de marcheur qui sont mis à l'épreuve. Le petit avance avec précaution sur les branches fines. S'il surestime la solidité d'une branche sous son poids, c'est une chute de 12 mètres qui l'attend. Sa mère reste donc près de lui. Il semble rapidement prendre confiance. Il est temps de passer à l'épreuve la plus difficile qu'il ait connue, se balancer. Sa mère le surveille de près. Il a un talent naturel. Il n'a pas besoin de beaucoup d'encouragement. Il faudra attendre encore 10 mois avant qu'il ne quitte les bras de sa mère et devienne pleinement indépendant. Mais ce gigantesque terrain de gymnastique restera sa maison, car les gibbons ne descendent que rarement au sol. Le brouillard de vapeur qui recouvre la canopée se condense en pluie, qui elle-même s'écoule en ruisseaux qui descendent les flancs des montagnes. Serpentant à travers les forêts, ils convergent en plus grands affluents. Beaucoup d'entre eux se rencontrent dans l'une des plus grandes provinces du Mékong, Stung Treng. Durant la saison des pluies, la plupart des terres sont complètement submergées. Mais lorsque le niveau baisse, des forêts isolées émergent et de petits îlets apparaissent. C'est sur leur rivage abrité que niche toute une variété d'oiseaux. Ici, les plantes doivent tenir plusieurs mois sous l'eau, suivies par une saison sèche sans la moindre pluie. Cette région est un refuge important pour les poissons qui migrent des nombreux affluents. L'influx de poissons amène l'arrivée d'un oiseau ayant élevé la pêche au rang d'art. La sterne de rivière en danger critique d'extinction. Une espèce magnifique, reconnaissable à son bec jaune, sa tête noire et sa queue grise.
Le Cambodge accueille le plus grand nombre de sternes en Asie du Sud-Est, mais on n'en décompte qu'une centaine et leurs sites de reproduction sont protégés. Ces oiseaux sont arrivés des rivières et des lacs d'eau douce pour se reproduire et resteront ici 3 mois. Le Mékong offre une quantité abondante de poissons frais, la base de leur régime alimentaire. C'est pourquoi ils choisissent ces rives comme résidence d'été. Toutefois, les habitudes de nidification de la sterne ne garantissent pas une saison des amours fructueuses. Chaque sterne femelle pond toujours 3 œufs. Elles ne fabriquent pas leur nid, mais elles le creusent dans le sable. Si cela empêche les œufs de rouler dans l'eau, cela signifie qu'ils sont exposés aussi bien aux inondations qu'aux prédateurs, et même aux voisins curieux. Cette famille comporte 2 bébés survivants âgés de seulement 2 semaines. Les petits sont seuls. Leurs 2 parents sont partis chercher à manger, car les bébés doivent grandir rapidement. Lorsque vient la mousson, ces îlets sont très vite submergés. Les oisillons devront s'être couverts de plumes ou ils se noieront. Leurs ailes doivent grandir vite. Les petits esselés demandent même à manger à d'autres sternes qui les survolent. Les poissons abondent dans ces eaux peu profondes. Plongeant sans effort, la sterne mâle attrape sa proie. Sa compagne l'aide à préparer le repas des petits. Les couples de sternes demeurent fidèles non seulement l'un à l'autre, mais aussi à leur terrain de pêche, et retournent toujours au même endroit pour s'accoupler chaque année. Le mâle nettoie sa prise, tandis que la femelle supervise. Elle emmène ensuite le poisson à ses petits, avant de décider qu'il n'est pas assez propre. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le bébé affamé a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre en avalant le poisson tout rond. Pendant qu'il se repose pour digérer, son frère attend encore qu'on le nourrisse. Il quitte le nid à la recherche d'un repas. Ne sachant pas voler, il fait une cible idéale. Et quelqu'un l'observe. Un pigargue à tête grise. Un immense rapace trapu, pour qui les oisillons sans défense sont des proies faciles. Il serait capable de l'avaler tout cru. La sterne femelle retourne enfin au nid et découvre la disparition de son bébé. Elle se met immédiatement à émettre un cri d'alarme pour que son petit le suive jusqu'au nid. Le jeune intrépide entend l'appel de sa mère et se précipite vers elle. Le pigargue pèse 2 kilos, beaucoup plus que l'oisillon.
La réponse rapide du petit à l'appel de sa mère lui a sauvé la vie pour cette fois. Contrairement aux sternes qui doivent attendre plusieurs semaines avant d'être pleinement mobiles, certains oiseaux naissent à un état très avancé. Le petit gravelot. Un oiseau de rivière à pieds palmés doté d'un cercle jaune vif autour de l'œil. Cette femelle est venue s'accoupler sur les rives du Mékong. Âgé de quelques jours à peine, ce petit a tout de sa maman. Et il a très envie de l'imiter pour épancher sa soif. Le jeune ne tarde pas à boire tout seul. Les petits gravelots deviennent indépendants bien plus tôt que les sternes et ont par conséquent plus d'impact sur leur propre survie. Il faudra attendre encore un mois avant que les petits qui nichent sur ces rives aient développé leurs muscles pour s'envoler. Puis en été, lorsque la mousson atteint son apogée et que les îlets sont submergés, ils se seront couverts de plumes et ils prendront leur envol. Ils feront chemin vers les lacs et les rivières d'eau douce où ils passeront l'été. Mais avant cela, ils doivent s'exposer aux dangers sur les rives du Mékong. La saison sèche continuera encore un mois et les températures resteront chaudes, atteignant les 40 degrés Celsius. Tandis que le niveau de l'eau baisse, la région est de plus en plus sèche, mais le paysage reste parsemé de petites zones humides. Les trapengs, ces trous d'eau temporaires, sont le résultat de la saison des pluies. On en trouve partout au Cambodge. Les trous d'eau sont des habitats de choix lors de la saison sèche, aussi bien pour des petits invertébrés que pour les oiseaux, comme ce grand coucal rouge et noir. Le bétail vient s'abreuver en masse dans ces sources vitales, tandis que les vaches broutent, leur piétinement aide à maintenir les trous. On trouve des essaims entiers d'un insecte, en particulier sur les rives du Trapeng. Ces papillons mâles se comptent par centaines. En formant des groupes très serrés, ils font fuir les prédateurs. Ces mares sont pour eux une importante source de sodium, qui les attire à plusieurs kilomètres à la ronde. Ils aspirent l'humidité grâce à leurs trompes. Leurs muscles déploient cet appendice enroulé, un processus qui s'apparente à un mécanisme hydraulique. Les nutriments sont absorbés et les déchets liquides sont éjectés. Avant la saison des amours, il est particulièrement important pour les mâles de récupérer le sodium, car ils le transmettent aux femelles lors de l'accouplement, ce qui améliore la viabilité de leurs œufs. Les trapengs pourront subvenir aux besoins de nombreuses espèces de papillons, qui se déplacent gracieusement d'un endroit à un autre, en essayant d'ingérer autant de nutriments que possible. Lorsque votre vie d'adulte ne dure que 2 semaines, chaque seconde compte. Ces trous d'eau sont peut-être pratiques pour les papillons, mais ils demeurent essentiels pour un animal en particulier. Autour des trapengs se trouve une forêt bien différente des collines verdoyantes du nord-est. Voici Timat Bowi, la dernière étendue de forêt de basse terre d'Asie du Sud-Est. Dominée par les diptérocarpacées, qui comptent parmi les plus grands arbres tropicaux du monde, atteignant jusqu'à 50 mètres de hauteur. Cet environnement unique abrite l'un des oiseaux les plus rares au monde. Tôt ce matin, une équipe d'ornithologues part en mission. Ils sont à la recherche d'un oiseau presque mythique au Cambodge. L'ibis géant. On l'a cru éteint,
Mais on sait aujourd'hui qu'il ne survit que dans cette petite région de basse terre dans le bassin du Mékong. On estime qu'il en reste moins de 200 actuellement. L'équipe aperçoit un mouvement au loin. Un nid. Au premier abord, il semble vide. C'est une erreur. Deux petits oisillons s'éveillent et font leur apparition. Ce sont des ibis de Davison, des cousins proches des ibis géants. Cette espèce est également gravement menacée, avec seulement 500 individus dans la nature, dont 400 au Cambodge. Les deux petits ne sont âgés que de quelques semaines et veulent se réchauffer après la fraîcheur de la nuit. Ils n'ont pas encore leurs plumes d'adultes, mais on peut voir le cercle blanc distinctif autour de leur cou. En attendant que leurs parents reviennent avec le petit déjeuner, ils lissent leurs plumes, une habitude importante qu'ils devront garder pour préparer leurs plumes d'adultes à voler. Les ornithologues reprennent leurs recherches. L'ibis géant ne devrait pas être difficile à repérer, car c'est l'un des plus grands oiseaux du Cambodge, mesurant 1 mètre et pesant 4 kilos. Son cri est également très reconnaissable. Mission accomplie. Au-dessus d'eux, ils repèrent leur cible. Un ibis géant, une femelle adulte. L'animal national du Cambodge est une bête magnifique. C'est l'un des derniers vestiges de l'ère de la mégafaune, où des animaux géants peuplaient la Terre il y a environ 12 000 ans. Cet oiseau spectaculaire est un morceau d'histoire à lui tout seul. Elle vole en cercle pour trouver à manger et s'assurer qu'il n'y a pas de danger. 2 bébés occupent un nid plus bas. À 3 semaines, ils grandissent vite, pesant déjà 2 kilos. C'est une vraie réussite pour les ornithologues. Les petits ne savent pas encore voler et doivent se protéger quand leurs parents ne sont pas là. Un grand corbeau noir entre sur leur territoire. C'est l'occasion de s'entraîner aux menaces. Ils se gonflent jusqu'à 2 fois leur taille normale dans le but d'effrayer l'intrus. Mais les renforts ne sont pas loin. Sentant leur détresse, leur mère les rejoint. Elle ne reste pas longtemps et les laisse à nouveau tout seuls. La vie dans le nid n'est pas des plus harmonieuses. Les 2 frères se donnent des coups de bec. Cette querelle fraternelle se transforme rapidement en harcèlement, car l'un des deux est manifestement plus fort que l'autre. Ce genre de comportement est habituel chez les petits couvés, et lorsqu'il y a peu de nourriture à partager. Lorsque les parents reviennent avec le repas, il n'y a qu'une bouche qui réclame à manger. Le petit plus faible s'est soumis au coup de bec de son frère et reste immobile avec les ailes autour de lui pour se protéger. L'oisillon le plus fort continue d'attaquer son frère tout en mangeant.
On est bien loin de l'amour fraternel. La mère ibis ne tente pas de nourrir le plus faible. Si cela peut sembler comme de la négligence parentale, investir toute son énergie dans un seul enfant résistant peut être un moyen plus sûr pour elle de faire perdurer ses gènes. À cause de la taille de l'ibis géant, les petits doivent manger en grande quantité pour atteindre leur poids adulte. Il est probable qu'un seul de ces deux oisillons atteindra la maturité. Ici, c'est la loi du plus fort qui règne. Mais tout n'est pas perdu. Le faible petit tente de se nourrir chez son père. Il a de la chance, le mâle lui laisse une part de son repas. Apprendre à s'affirmer sera une leçon vitale pour l'oisillon s'il veut garder ses chances face à son frère. Pouvoir assister au mode de vie de l'ibis géant est un cadeau rare. Les ornithologues ont eu beaucoup de chance. La forêt de Timad Bowie est le dernier refuge pour ces oiseaux impressionnants que l'on trouvait autrefois partout en Asie. Si cette créature extrêmement rare n'a pas disparu, c'est uniquement grâce aux efforts de conservation des Cambodgiens qui espèrent que leur oiseau national continuera à veiller sur les générations futures. Alors que la saison sèche touche à sa fin, les plaines de Timad Bowie sont manifestement arides. Dans cette chaleur écrasante, les premières pluies sont bienvenues. Au Cambodge, plus des 3/4 des précipitations tombent lors de la mousson, qui ne doit pas arriver avant 1 mois. Les trapengs commencent à se remplir, aussi bien d'eau que de poissons. Ce qui n'est pas passé inaperçu chez ces oiseaux. Alors que la courte averse imbibe le sol, les insectes et les vers en sont évacués et deviennent des proies faciles. Ces intervalles pluvieux ne sont que de courte durée, mais ils causent l'apparition de grenouilles. Elles sont capables d'absorber l'eau et l'oxygène directement à travers leur peau. Mais cette perméabilité peut aussi provoquer des assèchements. Lors de la saison sèche, cela peut poser problème. Une grenouille a trouvé la solution idéale. Afin de rester fraîche et de conserver l'eau, elle passe la majorité de sa vie sous terre. L'Upérodon globulosus. Une grenouille très ronde que l'on retrouve partout en Asie du Sud-Est. Les pluies saisonnières la font sortir de son trou pour se reproduire. Malheureusement, son camouflage fonctionne trop bien. Et les fourmis n'arrivent pas à distinguer la grenouille du sable. Elle profite de cette confusion pour attraper un en-cas au passage. Ses membres inférieurs sont positionnés comme des petites pelles parfaitement placées à l'arrière pour creuser à reculons. Elle restera dans le sable jusqu'à la prochaine averse et ne sortira définitivement qu'à la saison des pluies. Deux semaines plus tard, les ornithologues retournent à Timad Bowie pour prendre des nouvelles des ibis de Davison. Les petits ont perdu leurs plumes grises de bébé et sont maintenant d'un noir d'encre. Ils ont grandi et sont presque à l'étroit dans leur nid, où ils se battent pour s'installer. Ils n'ont visiblement pas assez de place. Ils tentent de s'allonger, mais ne sont toujours pas assez costauds pour s'envoler. Même aller aux toilettes devient une vraie stratégie.
Ils défèquent à l'extérieur du nid, non seulement pour qu'ils restent propres, mais aussi pour s'assurer que leur foyer n'ait pas d'odeur qui pourrait trahir leur position aux prédateurs. Bien qu'ils ne visent pas toujours très juste. Les petits n'ont plus que 2 semaines à passer dans le nid. Et bientôt arrivera le jour où ils pourront déployer leurs ailes et s'envoler. Tandis que le soleil se couche sur les rives du fleuve, le flot éternel de cette force de la nature descend vers le Vietnam. Si chaque année les rythmes saisonniers du Mékong demeurent constants, le fleuve a grandement changé son trajet au cours des derniers millénaires. Depuis la période glaciaire, il s'est déplacé de presque 600 km à l'est. En se creusant un nouveau parcours, il exerce une influence majeure sur la faune et la flore qui vivent au Cambodge et ses environs. C'est une nouvelle journée et le soleil brûlant rayonne sur Mondulkiri, une province reculée à l'est du Cambodge. Ici se trouvent les contreforts de la cordillère anamitique, dont l'eau s'écoule dans le Mékong. Une mosaïque de forêt couvre 98% de son territoire. Chaque centimètre carré y est grouillant de vie. Couvrant plus de 4000 km², la province de Mondulkiri est l'une des régions les plus isolées du Cambodge en raison de son terrain accidenté. Cette inaccessibilité signifie que sa faune et sa flore doivent encore être étudiées. Notamment l'un des primates les plus mystérieux au monde. Le douc à pattes noires. Cette espèce menacée, native de la région est du Cambodge et du sud-ouest du Vietnam, ne se laisse que rarement filmer. Pourtant, Mondulkiri est rempli de ces singes. Environ 42 000 d'entre eux vivent dans cette province. C'est le matin et ce groupe prend son petit déjeuner. Tandis que les gibbons à joues jaunes vivent en petite unité familiale, ces singes ont une approche parentale bien plus collaborative. Une femelle s'éloigne de son petit pour se nourrir. Et une femelle plus jeune en profite pour jouer les nourrices. La mère observe les gestes de la jeune baby-sitter avec attention. Elle s'en sort bien. Jusqu'à ce que le mâle dominant se lance sur la branche et lui fasse perdre l'équilibre. Le bébé s'agrippe de toutes ses forces pour ne pas tomber, tandis qu'elle s'efforce de remonter sur la branche. Fort heureusement, une femelle plus âgée se précipite à leur secours. Une fois soulagée de savoir que son petit est entre de bonnes mains, la mère repart se sustenter. Pour les doucs à pattes noires, manger peut être un travail à plein temps. Les feuilles de ces arbres, qui constituent la base de leur régime, sont riches en fibres, mais pauvres en nutriments. Chaque repas prend donc plusieurs heures. Une fois que les réserves se sont taries, il est temps de passer à l'arbre suivant. Les doucs à pattes noires sont les rois du saut en longueur. Ils se déplacent à la suite sur des chemins déterminés, avec le plus souvent une femelle en tête et les autres qui la suivent à la queue leu-leu. Et le mâle dominant ferme la marche. Le groupe s'aligne sur une branche, prêt à bondir vers l'arbre suivant. Un bébé tente de s'agripper à sa mère. Mais celle-ci le mord et lui fait comprendre qu'il devra essayer de traverser tout seul.
Une autre femelle pousse également son bébé sur la branche pour tester aussi ses capacités. Les deux jeunes veulent être portés, mais leurs appels restent vains, car les adultes sautent tous de l'autre côté sans les attendre. Un tel saut doit être intimidant pour ces singes minuscules. Mais il est évident qu'ils n'ont pas le choix. Comme les deux petits restent timides pour tenter leur chance, le mâle dominant passe devant eux pour les encourager. Le plus grand des deux rassemble son courage et franchit le pas. Il réussit son saut et se hisse pour rejoindre son père. Le deuxième bébé, une femelle, n'est pas confiante. Elle ne veut pas être abandonnée, mais elle manque de courage. Finalement, les cris du bébé ne sont plus ignorés et un adulte vient à la rescousse. La petite a réussi à éviter le danger cette fois. Mais elle devra trouver le courage de tenter de tels sauts si elle ne veut pas rester à la traîne. Dans ces forêts, il est crucial de prendre des risques pour survivre. Alors que le Mékong continue son incessant voyage vers la mer, il émerge finalement des dernières collines et entre dans l'immense étendue de son lit majeur. Il quitte le nord du Cambodge et sa mosaïque de forêts, où le jeune gibbon mâle devra bientôt fonder sa propre famille. Et les plaines boisées, dernier refuge de l'ibis géant. Tout au long de la saison sèche, le fleuve a été le lien vital de la région. Mais cela va bientôt changer. Les moussons estivales sont en chemin, tandis que le Mékong se dirige vers le cœur du Cambodge et que commence la saison des moussons, le fleuve en crue offre une abondance saisonnière d'une ampleur magistrale.